Jean Hennequin. Jean, tu es économiste, urbaniste, tu animes régulièrement des séminaires, des conférences pour des institutions comme Futuri, comme Sciences Po, pour les universités de Copenhague, de Lausanne. Tu fais aussi ça pour les collectivités, en France et en Europe. Tu as dirigé, je crois, un certain nombre d'élus que connaissent l'agence de Saint-Nazaire pendant un certain nombre d'années, et tu es conseiller en stratégie urbaine à Urbatopie. Tu as écrit un livre qui s'appelle La ville frugale, qui nous a intéressés, qui a attiré notre attention et qui présente l'intérêt évident d'être tout à fait intéressant par rapport à la démarche lancée sur le territoire du Pays de Rennes. Donc, l'intervention que tu vas nous présenter porte sur comment organiser la ville durable, désirable et abordable. Cette intervention va nous aider à comprendre et poser un peu les bases ou les concepts de base nécessaires à la compréhension de ce qu'est une armature urbaine, sur quoi elle repose et pourquoi elle est importante. Alors, spécificité particulière de cette intervention, tu as 20 minutes et ensuite nous aurons 20 minutes de débat et d'échange avec la salle pour approfondir et te permettre de mieux exposer tout. Voilà. D'abord, je vous remercie de m'accueillir ici à l'IFRE. Je vais donc essayer en 20 minutes de poser quelques idées sur la notion d'organisation urbaine durable. Et d'abord, avec une grande modestie, parce qu'il faut rappeler que la notion de ville durable est loin d'être stabilisée. Elle a été et a émergé au milieu des années 90. Elle a connu une première reconnaissance institutionnelle avec les lois Voynet et Serru des années 1999 et 2000, et elle a été appliquée depuis 10 ans. En fait, on a 10 ans d'histoire de ville durable derrière nous, avec en gros les premiers scopes de première génération qui ont commencé à émerger en 2005-2006, le groupe, je crois que c'était de 2004-2005. Les réseaux de transport collectif, les tramways, une vingtaine de villes françaises se sont dotées de tramways, vous êtes déjà engagé dans le métro, des écoquartiers, vous connaissez tout ça par cœur. Alors, au bout de 10 ans, on peut faire un premier constat de cette phase finalement qui était un peu expérimentale. Ce constat est le suivant. D'une part, on peut dire que dans les centres-villes, on a vraiment une mutation, certaines villes ont réussi une mutation dans le mode de vie, dans le mode de mobilité, certaines villes ont réussi à réduire la part de la voiture en dessous des 50%, alors que c'était à 70% ou plus avant. Par contre, on a eu, dans les périphéries, ça n'a rien changé, même les situations sont même plutôt aggravées dans la mesure où les distances de métiers de travail se sont allongées et que les habitants sont allés de plus en plus loin. Je crois qu'ici, la moitié de l'accroissement de l'agglomération rennaise se situe en dehors du périmètre du SCOT. Je crois que c'est le chiffre que vous avez. Ça veut dire qu'on résout les problèmes au centre et en périphérie, c'est grave. Il y a un autre problème qui est l'envolée des coûts urbains, budgétaires, et la limite budgétaire, et puis donc on est une fois à la fin d'une phase de 10 ans, il y a eu beaucoup d'initiatives, mais on se rend compte qu'il faut faire les comptes et resserrer un peu les boulons. Alors en fait, la question c'est comment faire durable, mais aussi désirable, parce qu'il n'est pas question de faire des casernes écologiques, et on voit bien que certains écoquartiers ont eu parfois cette pente, et que c'est pas forcément un succès. Et il faut également faire durable, mais avec une situation budgétaire qui est limitée. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de villes, de métropoles, ont remis en cause leur troisième ou quatrième ligne de tramway parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus les moyens de les financer. Alors comment, ça c'est un graphe qui montre que c'est le prix du logement, vous en avez beaucoup parlé aujourd'hui, on dit qu'il y a 10 millions de mal logés en France. En fait, le prix du logement a simplement doublé depuis 15 ans. Et la part du poste logement et déplacement dans le revenu des ménages a pris 5 points, ce qui est énorme. 5 points de pouvoir d'achat en moins pour un service équivalent en 10 ans. Donc là, il y a véritablement un problème, et la notion de coût urbain global, je vais essayer de vous le montrer, est une notion à prendre en compte quand vous allez réfléchir sur votre score. Donc, quand on veut faire durable, désirable et abordable, on se retrouve à résoudre 4 contradictions. Alors, la première, c'est comment on fait compact, une ville compacte, je continue ça tout à l'heure, tout en considérant ça avec le désir d'espace, le désir de maison individuelle qui, de mon point de vue, est tout à fait légitime. Je ne suis pas du tout de ceux qui pensent qu'il faut faire habiter autoritairement les gens dans des tours pour économiser l'énergie. Je crois d'abord que ça ne marchera pas.
La deuxième contradiction, c'est mobilité versus sobriété énergétique. La mobilité est également un droit, est également un facteur d'épanouissement personnel important, et il n'est pas non plus question de rester chez soi et de se cantonner, de se refuser. La troisième contradiction, c'est la contradiction entre le rayonnement d'une métropole. Vous vivez aussi, vous êtes tiré par une métropole rennaise, mais comment on concilie cette ouverture métropolitaine, cette ouverture sur le monde, avec une échelle humaine, une vivabilité territoriale, on parle même aujourd'hui d'équité territoriale. Enfin, la quatrième contradiction, c'est comment on concilie ces trois facteurs avec le coût urbain global. Alors il faut voir que raisonner exposer comme ça a l'air assez simple, mais concilier ces quatre facteurs, c'est en fait une équation elle-même assez complexe. Et là, actuellement, je travaille pour des villes suisses, et ils ont assez bien réussi à organiser la complexité, avec des plans d'urbanisme très rigoureux, mais le problème, c'est que ça ne marche pas là-dessus. On a tellement interdit de reconstruire. À Genève, par exemple, le taux de vacances des logements, c'est de 0,12%. Donc les prix se sont littéralement envolés. Alors c'est vrai qu'on ne construit plus, on limite. La tâche urbaine est belle vu l'avion, mais on se loupe là-dessus. Copenhague, qui est une des villes les plus écologiques d'Europe, qui revendique ce titre à juste titre, c'est aussi une des villes les plus chères. Donc il y a vraiment un problème à résoudre ces quatre paramètres simultanément. Alors, je vais commencer. Alors, j'étais très content de vous revoir votre compte-rendu des journées d'octobre, parce qu'en fait, sous d'autres mots, vous avez exprimé exactement cette contradiction, mais avec mixité, c'est bien, ça rejoint cette contradiction-là. Interpolarité, c'est bien la question de la mobilité entre les pôles. Diversité, c'est bien la question entre rayonnement métropolitain et échelle des petits territoires. Et puis, alors vous n'avez pas parlé de coût, mais moi je vous en parle parce que je pense que c'est quelque chose de très important. La gouvernance, bien entendu, est au centre de tout ce dispositif. Alors, la question des coûts, bien sûr, il faudra améliorer la connaissance de ces coûts. Pour l'instant, ni les collectivités, ni les usagers connaissent très bien leurs coûts urbains. Je pourrais développer tout à l'heure si vous voulez. On se rend compte aussi que les politiques correctives, politiques foncières ou politiques correctives d'habitat social, ici vous avez une politique très volontariste, puisque vous avez en plus des 25% d'habitat social dans le cœur de Rennes, de l'habitat intermédiaire, donc ça, vous avez pratiquement 50% des constructions, en tout cas dans les actes, qui sont hors marché. On voit bien que ça a une limite, c'est qu'à un moment donné, ça fait monter les prix du marché libre. Donc il faut le faire. Donc on se rend compte que finalement, une des réponses, elle doit être recherchée par l'organisation urbaine et l'organisation des polarités. Je vais expliquer ceci, c'est que quand vous avez une polarité unique et que tous les flux convergent vers ce point unique, forcément vous faites monter les prix dans cette partie centrale. Alors beaucoup de villes se sont rendues compte de ce phénomène et essayent de développer des systèmes avec une polarité centrale et des polarités périphériques, mais qui sont reliées entre elles de façon directe. Alors, vous savez qu'à Paris, il y a un projet de métro Barclay Express qui suit cette logique justement pour que les périphéries de banlieue puissent se communiquer entre elles sans passer par le centre. Plusieurs villes ont travaillé actuellement sur ce notion. Turin, alors Berlin est une ville assez exemplaire puisqu'il y avait déjà deux polarités, Berlin-Est et Berlin-Ouest. Il y a en plus au cœur de la ville un grand parc et en plus un réseau de métro en cercle, un ring, qui permet effectivement de répartir au sein de Berlin les polarités. Le résultat, c'est pas la seule raison, mais Berlin est une ville qui est 3 fois moins chère que Paris, alors qu'elle fait 4 millions d'habitants. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler sur cette relation entre la multipolarité et les coûts urbains. Aussi un travail, vous n'êtes pas les seuls à réfléchir, aussi un travail qui est fait à Strasbourg, une ville pour laquelle j'ai également travaillé, sur justement l'évolution de ces polarités au cours des 20 prochaines années. Alors, la polarité, bien sûr, consiste à articuler des villes de différentes échelles, entre la petite ville, et ça vous allez travailler, ce travail que vous allez faire en séminaire tout à l'heure, vous travaillez sur les fonctions, en fait, quelle fonction pour quelle échelle. Effectivement, on peut dire sommairement qu'il y a l'échelle de la petite ville qui commence à avoir des fonctions de proximité. On peut voir qu'aujourd'hui, la moitié des déplacements, ce sont des déplacements de moins de 3 km. Donc c'est ces déplacements qui peuvent se gérer à l'échelle d'unités urbaines de 10 000 habitants, qui peuvent être sur un pôle ou deux pôles, mais enfin c'est là qu'on va chercher les enfants, qu'on s'approvisionne en produits alimentaires de première nécessité, qu'on a des services médicaux, etc. La ville moyenne, c'est le bassin d'emploi. Ici, vous avez soit la métropole, soit les petites villes, vous n'avez pas la ville moyenne périphérique, comme peut l'avoir
par exemple Strasbourg, qui a des villes de 30 000, 40 000 habitants autour d'elle, et puis la métropole régionale. Alors, vous avez beaucoup travaillé à Rennes sur la densité, hein, vous avez même fait des efforts pour assez remarquables pour concilier habitat individuel et densité. On s'en rend compte quand on visite vos communes. Vous connaissez cette courbe qui montre qu'en dessous d'une certaine densité, on est complètement dépendant de la nature. Cette courbe, on peut la lire de façon positive en regardant que ça ne sert à rien d'augmenter beaucoup la densité, parce qu'on réduit assez peu la consommation automobile. Par contre, on crée énormément d'inconvénients. En plus, on ne répond pas aux désirs des gens. Alors, la compacité, c'est une notion qui n'est pas encore vraiment claire, mais on peut dire qu'elle rassemble plusieurs notions qui ont été évoquées par le orateur précédent, qui sont la masse critique, c'est la population du urbain, la densité, la mixité fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est pas du tout pareil d'avoir 10 000 habitants sans commerce et 10 000 habitants avec des activités, ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc, une ville compacte, c'est une ville qui a une mixité fonctionnelle, et c'est souvent la mixité fonctionnelle qui permet de faire de la mixité sociale. On ne peut pas décréter la mixité sociale, par contre, on peut encourager la mixité fonctionnelle. Enfin, il y a les courtes distances, c'est la façon dont, à l'intérieur de cette unité urbaine, on peut circuler plus ou moins bien. On voit bien qu'il y a des organisations, des formes urbaines, notamment le lotissement d'escargot, où on circule, où pour faire 200 mètres en vol d'oiseau, il faut en faire 600 pour sortir de l'escargot. Donc voilà l'exemple de ce qu'on pourrait appeler une unité urbaine idéale de proximité, avec c'est le bourg, on réinvente aujourd'hui le bourg qui existait il y a 50 mètres ans, avec sa transport collectif et toutes ses fonctions centrales plutôt au centre du... Alors ça a l'air simple, mais en fait, quand vous regardez même l'organisation du lycée, vous vous rendez compte que pour différentes raisons, le lycée il est par là parce qu'il y avait du terrain, le supermarché il est à l'entrée parce qu'il y avait du terrain, mais que cette centralité spontanée qui était née du fait que les gens n'avaient pas de voiture et marchaient à pied, elle s'est évitée. Et vous avez à Rennes un urbaniste qui s'appelle M. Madec, qui a beaucoup travaillé sur la ville des courtes distances. Il appelle ça même la ville en pantoufle. Vous voyez, cette petite courbe montre toutes les distances qu'on peut faire pour aller chercher un enfant, aller au lycée. C'est pas les mêmes, mais ça va entre 500 et 1200 mètres. Donc vous avez ici, près d'ici, une petite ville qui est assez... qui correspond assez proche de la ville idéale, c'est Redon. Parce que Redon, il y a sa gare au milieu, il y a son petit supermarché là, vous avez toutes les fonctions administratives au centre, sa rue commerçante, ça peut être un manège de 10 000 habitants. Donc là, on est dans l'échelle d'une petite ville qui peut fonctionner en périphérie d'une métropole. Alors j'ai essayé de refaire au même rayon de 500 mètres sur certains de vos communes périphériques. On voit que vous n'êtes pas très loin. Bon, il manque peut-être l'épaisseur urbaine, parce que c'est souvent des urbanisations récentes. Il manque peut-être l'histoire aussi, le fait qu'il y ait une attractivité réalisante, mais vous avez tout un travail à faire à l'intérieur de ces unités urbaines pour leur redonner une masse critique et une proximité. Les équipements commerciaux, ça sera l'objet, je crois, d'une prochaine séminaire, mais c'est un élément très important. Voici, cet équipement-là, il consomme 10 fois moins d'espace que celui-là, parce qu'il est sur 2 niveaux, il a des voitures en dessous, il y a beaucoup moins de voitures pour y aller, puisqu'il est en plein cœur de la ville, il est à Saint-Nazaire, et il y a des logements sur les commerces. Voilà le type d'équipement qui pourrait être implanté dans les petites unités urbaines. Alors, mobilité et énergie. Alors, bien sûr, toutes les villes qui ont fait des spots au début des années 2000 ont toutes dit qu'il faut desservir tout le monde par les transports collectifs, il faut arrêter les voitures. Bon, il faut quand même maintenant regarder ce que ça coûte et peut-être relativiser cette belle idée de dire on desservira tout le territoire par les transports collectifs. C'est une idée qui finalement n'est pas tout à fait réaliste. Et quand on regarde les consommations unitaires, il vaut mieux circuler en voiture avec 2 passagers que dans un bus. Ça c'est le bus moyen quand il est à un taux de remplissage normal, mais un bus vide consomme beaucoup plus que 40 grammes kilomètre pétrole par kilomètre. Alors voici, je vais passer rapidement, mais des statistiques qui sont aujourd'hui connues qui montrent que des pôles agglomérés de plus de 100 000 habitants consomment pour les déplacements 2 fois moins d'énergie que les petits romains et les petites villes. C'est un fait national, parce que dans les cœurs d'agglomération, les distances sont plus courtes et il y a moins d'usage de la voiture. Alors les transports collectifs, on se rend compte que c'est intéressant, mais qu'à un moment donné, ça c'est l'investissement et ça c'est
la part de marché qu'ils prennent dans les... Et ça, c'est une statistique qui a été faite sur un grand nombre de villes françaises et européennes. On se rend compte qu'au bout d'un certain moment, eh ben, la barre des 30% est difficile à franchir et qu'il faut investir beaucoup de sous pour augmenter de très peu la barre. Donc là, il y a une réflexion à faire sur où mettre les flux intéressants pour structurer votre territoire. Et si vous voulez prétendez tout desservir par des réseaux de transport, vous allez vous épuiser, ça ne marchera pas. Ou alors, vous avez un affichage en disant cette commune est desservie, il y aura 2 bus par jour. La marche à pied est redécouverte, ça paraît idiot, mais beaucoup de métropoles se rendent compte qu'on peut. La vitesse de la marche, je ne vais pas donner le nom, mais je suis passé dans quelques communes périphériques de Rennes, je peux vous assurer que vous avez du boulot pour améliorer aussi bien la marche à pied que la circulation des vélos dans vos cœurs d'agglomération. Les modes ludiques, c'est plutôt dans les villes universitaires, mais c'est très intéressant de voir que ce genre d'engin va aussi vite qu'une voiture en centre-ville. Peut-être qu'il faut aussi réfléchir, puisque l'automobile gardera sa part, sur des systèmes de mobilité automobile plus économes. Est-il vraiment nécessaire d'avoir une voiture qui a 150 chevaux pour aller chercher un enfant à l'école? C'est une question qu'on peut se poser. Voilà, enfin tout ça pour vous dire que finalement quand on regarde, je vais aller très vite, j'ai fait un petit survol, comment fonctionne un système urbain, on se rend compte qu'il y a extrêmement beaucoup de leviers sur lesquels on peut agir, et que le spot est un des leviers, mais donc l'organisation spatiale est l'un des leviers, mais qu'elle doit interférer avec d'autres. Ces autres leviers sont la réglementation, l'offre de services, l'innovation technique et sociétale. Beaucoup de villes aujourd'hui s'impliquent dans l'innovation technique, notamment l'innovation technique dans le transport. Et enfin, l'éducation. Je vais vous donner quelques fiches qui vous montrent quelques idées. Là, ici, ce sont des villes qui ont travaillé sur des zones urbaines sans émissions, c'est-à-dire que réservées à des véhicules faiblement émetteurs de CO2. Peut-être bientôt dans certaines villes des zones interdites aux véhicules carbone. Hein. C'est une idée qui est en train de se construire. Donc peut-être que Rennes en viendra. Il y a des villes déjà qui encouragent les véhicules électriques avec un stationnement gratuit, comme Rouen ou Besançon, qui donnent des places de parking gratuites avec un peu de véhicule électrique. Donc comme vous raisonnez sur un SCOT à 2030, c'est peut-être le genre d'idée à regarder. Les réglementations. Ici, vous avez des autoroutes pour vélo, Copenhague, qui font 10 km de long et qui sont synchronisées dans la vitesse et synchronisées, les feux sont synchronisés pour 20 km/h. Donc, on voit que les Danois, 35% des Danois, des Copenhagois se déplacent en vélo, et on voit là qu'on est dans une autre culture urbaine. L'innovation, beaucoup de villes s'impliquent dans l'innovation technique. Partenariat entre Paris et Bolloré pour l'automobile. Ici, une compagnie de Wallonne qui a fabriqué des petites vélos pliants qui sont donnés aux abonnés en même temps que leur carte de transport, etc. L'éducation en France, en Allemagne. Voilà. Et donc, mes conclusions, puisque je vois que j'arrive au bout de 2 minutes, un mode d'habiter plus durable, désirable et abordable, à mon avis, est parfaitement possible, ce que je peux montrer en tout cas dans mon livre. Pour atteindre ce mode, il faut jouer sur de très nombreux leviers à la fois. La planification urbaine en est un, et il ne faut pas oublier les autres. Et je crois que le SCOT n'est pas seulement un moment où on va décider de la constructibilité de certains espaces, mais aussi un moment où on peut réfléchir sur la façon dont on va gérer le système urbain collectivement avec des choses qui ne sont pas beaucoup au niveau de la planification. Et donc, voilà, c'était ma conclusion. Je vous remercie de votre attention. C'est bien que tu as écrit. Est-ce qu'il y a dès à présent des questions qui peuvent être posées? On a dans cette assistance beaucoup d'élus. On a le président de l'agglomération de la métropole, des présidents des EPCI, des adjoints, des maires, qui sont confrontés à ces questions de manière très directe dans la définition des politiques urbaines. Est-ce que ces quelques mots vous ont donné envie d'aller plus loin? Bonsoir, Philippe Roux-Passé. Vous avez montré une diapositive au début de votre exposé
qui indiquait la part que les ménages consacrent à leur logement. Oui. Et c'est passé assez rapidement, mais j'ai cru comprendre en lisant cette diapositive que de 65 à 95, globalement, il y a une stabilité de cette part, et nous avons un pic rapide à partir de 95. Comment est-ce que l'on peut expliquer cette augmentation très importante en l'espace d'une décennie? Il y a plusieurs facteurs qui ont joué. Il y a eu le renchérissement des coûts de la construction, mais qui n'est pas un facteur majeur. Le principal facteur, ça a été la solvabilisation des ménages, avec des taux d'intérêt très bas, qui a finalement augmenté la capacité des ménages à payer cher. Et il y a eu un renforcement de la rente foncière par des politiques de planification urbaine qui n'avaient pas anticipé qui ont créé une rareté, si vous voulez. Et avec l'engorgement de l'accès aux métropoles a finalement renchéri la partie centrale et la flambée des prix au centre, puisque les gens qui habitent, enfin, si vous voyez, 20 ans après, toutes les classes dirigeantes quittaient les centres-villes, en tout cas c'était le cas à Nantes, et elles habitaient en périphérie. Et puis ils prenaient leur voiture et revenaient au centre pour travailler pendant la journée. Mais très vite, tant qu'il y avait 10% de la population qui faisait ça, ça marchait. Et quand on a eu 20, 30, 40, ça a fini par plus marcher. Et du coup, parallèlement, les centres ont été réhabilités. Donc, le centre de Nantes était complètement quartier de bouffet, c'était les squats, c'était épouvantable il y a 30 ans. Maintenant, ce sont les logements à 4 000, 5 000 euros le mètre carré. Donc, il y a eu cette rareté du centre qui a tiré les prix. Et qui a tiré les prix de toute l'agglomération. Parce qu'après, les prix de la périphérie se sont alignés par rapport au temps d'accès au centre, si vous voulez. C'était ça le mécanisme. Et c'est pour ça que la multipolarité est intéressante, parce qu'elle permet de répartir la pression sur différents pôles. Mais il faut que ces pôles aient une certaine consistance, et ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui des pôles secondaires rennais. Il faut qu'ils soient peut-être un peu plus étoffés. Mais Paris avait déjà essayé de faire de la multipolarité avec les villes nouvelles. On sait que ça a été un échec parce que c'est trop loin du centre et il y avait une masse critique trop faible par rapport au centre. D'autres questions? Yannick Marchette, c'est un mémoire. En prolongeant votre observation, vous considérez que les villes critiques, que la masse critique au niveau des villes périphériques à Rennes devrait atteindre quel nombre de population, quelle masse, quel indicateur? Je crois que vous avez intérêt à polariser, à avoir des villes qui ont plus à miser sur des villes qui ont plus de 10 000 habitants, qui peuvent, elles, franchir un cap en termes de services, surtout si elles sont agrégées avec une zone commerciale. S'il y a une continuité urbaine entre la ville et sa zone commerciale, il faut voir comment elle est organisée, mais c'est intéressant d'avoir, peut-être en relier plusieurs qui sont proches les unes des autres, pour avoir des pôles vous avez quand même une dissymétrie entre le pôle central de ces 200 000 habitants et puis les pôles périphériques qui ont plus de 10 000. Donc là, il y a vraiment une faiblesse du système rennais, à mon avis. Donc je pense que vous avez conscient. Parce qu'en dessous d'une certaine masse, vous voyez, c'est exactement la même. Il n'y a pas de différence significative entre le fait d'habiter dans le diffus complet et le fait d'habiter un pôle où on ne peut trouver aucun service. Il y a un prof de fac de Rennes, un géographe qui s'appelle M. Alain, qui a fait une critique du système en archipel rennais sur ce thème. Il faut le lire, mais en tout cas, ça mérite d'être chanté. On peut toujours, Monsieur Marchand. Concernant la part de la voiture au niveau de la ville, tout à l'heure vous avez indiqué qu'en deçà de 50% des déplacements, ça paraissait difficile.
d'être en dessous de ce seuil de 50% en termes de déplacement de voitures. Donc généralement on est au-dessus et bien au-dessus. Oui. Et donc dans notre cas, donc cas de Rennes et des villes périphériques, quel serait pour vous l'objectif à atteindre d'ici à 2030, puisqu'on a une réflexion d'ici à 2030, qu'est-ce qui serait réaliste d'atteindre, tant au niveau de la ville Rennes, mais également des villes périphériques qui ont vocation à s'étoffer. En fait, dans la ville-centre, le seuil des 50% est intéressant parce que c'est un seuil psychologique et c'est un seuil aussi électoral. C'est-à-dire que quand vous avez plus de 50% de la population qui se déplace autrement qu'en voiture, elle est plus attentive à préserver des espaces piétons, des espaces cyclistes. Préserver des espaces piétons et cyclistes si personne ne roule en vélo ou marche à pied, ça n'a pas de sens et c'est pas défendable électoralement. Donc il y a à un moment donné une question de rapport de force entre les automobilistes et ceux qui préfèrent un air pur. C'est même la même question que celle qui a opposé les pro-tabac et les anti-tabac. À un moment donné où les anti-tabac sont devenus majoritaires et finalement, politiquement, ça a été devenu complètement acceptable d'interdire la fumée dans les cafés. Ce qui n'était pas le cas plusieurs années avant. Donc, et ça, un certain nombre d'élus des villes-centres ont très parfaitement compris, ils savent très bien qu'on voit bien à Paris, il y a une bascule qui est en train de se faire. Quand Delanoë a commencé à limiter les voitures, ça a un peu râlé, et maintenant tout le monde est d'accord, et il y a beaucoup de Parisiens qui sont disposés à aller beaucoup plus loin, parce qu'ils sont habitués à abandonner leur voiture, et maintenant qu'ils ne roulent plus en voiture, ils ont pas envie de supporter les fumées des autres. C'est comme les anti-tabac les plus féroces, c'était ceux qui avaient arrêté de fumer 15 jours avant. Ça c'est pareil. Vous voyez, donc, il n'y a pas, je ne peux pas vous donner un seuil idéal, mais il faut être conscient qu'il y a un seuil politique. Je parle de la même politique, donc je pense que vous comprendrez mon regard. En attendant qu'il y ait une autre question qui soit posée, j'en ai une qui me vient à l'esprit, c'est vous avez présenté un modèle d'organisation spatiale entre l'Araignée, le réseau Araignée, avec des liaisons de pôle périphérique à pôle périphérique pour éviter justement ce système radial. Mais la question s'est posée ici, notamment, de comment faire accéder les ménages de petites communes aux polarités structurantes du territoire qui ne soient pas la ville de Rennes ou le cœur de métropole. Mais tout de suite derrière a été fait le bilan que vous faites vous-même dans votre exposé, c'est-à-dire que les transports en commun ne peuvent pas être une solution vu leur coût par rapport à la densité de population qu'il y a. Donc, qu'est-ce que vous préconisez par rapport à... Que là, il faut qu'il y ait des systèmes de rabattage, et puis je crois qu'aussi, il faut pas oublier qu'il y a une mobilité résidentielle. Donc, l'idée de desservir tout le monde par le transport collectif était généreuse et intéressante, mais il faut pas... À partir du moment où il y a un affichage clair en disant cette commune a une gare, elle aura des liaisons avec Rennes régulières, cadencées toutes les 20 minutes, 30 minutes, mais les autres, celles qui ont 2000 habitants, ne pourront pas mettre la gare, etc. Et donc, elles seront obligées de se rabattre. Bon, à un moment donné, vous allez faire un ménage sans chaque fois de domicile dans une ville. Donc, au bout de 30 ans, les gens qui ont vraiment envie d'être près de la gare, ils déménageront, ce qu'ils auraient fait de toute manière, et ils iront se fixer près des lieux qui auront des efforts forts par les transports collectifs. Et ceux qui n'ont finalement pas besoin de gare et qui, pour différentes raisons, préfèrent rouler en voiture, parce qu'on s'en compte très bien, dans une commune, il n'y aura pas de dessert par les transports collectifs. Je crois que l'idée de desservir tout le monde à égalité par les transports collectifs dans tout le territoire est une fiction qui n'est financièrement pas tenable et qui n'est pas tenue. Une promesse non tenable. Donc à un moment donné, alors, soit on veut maintenir pour des raisons sociales des transports minimums qui permettent de desservir tout le monde, mais à un moment donné, il faut faire le choix entre arroser tout le territoire avec des bus qui fonctionnent mal et qui serpentent dans la nature et qui mettent 1h30 pour faire 20 km, ou alors dire on mise sur quelques axes lourds qui eux vont être cadencés, et puis les autres se rabattront sur ces axes. C'est un choix qui ne sera un choix du spot. De toute façon, ils sont obligés de le faire parce que financièrement, on ne peut pas tenir un système avec des bus qui roulent à vide dans un territoire. C'est pas tenable. Et ça, toutes les communes, toutes les agglos sont devant ce choix aujourd'hui. Je sais que c'est des plus agréables, mais vraiment, mon fonction, ça me fait un peu le poil à gratter. Donc,
Et il y a des questions qui fâchent, mais c'en est une, parce qu'on ne peut pas desservir tout le territoire avec le transport collectif. Enfin, sur un territoire aussi que l'autre. D'autres réactions? Bertrand Roussel de Verne-sur-Sèche. Dans votre étude, est-ce que vous avez pensé à l'augmentation des carburants d'ici 2030, je veux dire l'évolution, tout ça? Bien entendu, on pense aux voitures hybrides, des voitures électriques, mais aussi, si on est tout électrique, il y a l'énergie qu'il faut trouver pour le faire rouler, donc les centrales nucléaires. Donc, tout ça, c'est une problématique. Et est-ce que aussi les habitants vont pas se concentrer sur leur propre village par manque de pouvoir d'achat si l'énergie augmente par rapport à la conjoncture économique d'aujourd'hui? De toute façon, moi je ne fais pas mal avenir, moi j'ai pas de boule de cristal, mais tout le monde se doute que le prix de l'énergie va augmenter, parce qu'il y aura de plus en plus de gens à vouloir consommer du pétrole, et en tout cas le prix du pétrole, le gaz, là il y a des débats, mais sur le prix du pétrole, c'est pas prendre beaucoup de risques de dire qu'il va probablement augmenter au cours des 20 prochaines années. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'un territoire, dans son schéma de cohérence, pense à résister à un événement de ce type. Aujourd'hui, si le pétrole venait à manquer, le chauffage, on peut toujours se débrouiller avec des systèmes, soit baisser la température avec du bois, enfin, il y a des plans B pour le chauffage, il n'y a pas de plan B pour le déplacement. Quand une ville est dépendante à 80% de la voiture, il n'y a pas de plan B, c'est la paralysie pure et simple. Il peut y avoir des ajustements par du covoiturage, comme ça, mais aujourd'hui, le système urbain français, européen, occidental, est particulièrement vulnérable à une crise de l'énergie, des crises du pétrole. Un embargo, une guerre avec un pays du Golfe, enfin, tout événement qui viendrait créer une rupture d'approvisionnement énergétique paralyserait un certain nombre de villes. Ça, c'est quand même un fait à prendre en compte en dehors du prix. C'est-à-dire que les Anglais ont travaillé beaucoup sur le groupe des villes, un mouvement. Les Anglais sont moins sur le thème du réchauffement climatique et beaucoup plus sur le thème de la résilience dans leur réflexion écologiste. Et ils ont beaucoup travaillé sur comment organiser une ville qui soit résiliente par rapport à un crash sur la question du pétrole. Jean Guillette, on voit bien qu'il y a une problématique de passer d'un modèle un peu concentré à déconcentré avec des polarités à définir et à spécialiser, donc c'est l'objectif des discussions. Mais est-ce qu'on a des exemples de référence d'agglomérations qui ont entamé cette démarche de transformation? Est-ce qu'il y a une méthodologie, des phases à respecter pour passer de ce modèle actuel à ce modèle cible qui pourrait nous guider dans nos réflexions? Non, alors il y a Turin, mais je vous ai cité, il faut bien voir que la multipolarité, c'est une notion qui est apparue très récemment dans les réflexions sur la ville durable. Elle n'était pas vraiment... ça fait 3-4 ans qu'elle commence à émerger, donc pour l'instant elle est vraiment... Et d'ailleurs vous êtes les pionniers, parce que Rennes était une des premières villes à se penser en archipel, enfin la métropole, et aujourd'hui on est dans le jeu d'essai et d'erreur, dans l'essai. Et il n'y a pas de... Alors, Copenhague s'est organisé, il y a l'histoire, c'est que Copenhague s'était organisé en doigt de dents, et maintenant essaye de dire comment est-ce que je pourrais relier les bouts des doigts du dent. Berlin, c'est l'histoire qui a fait que c'est une multipolaire qui fonctionne bien, avec Berlin-Est, Berlin-Ouest, et puis ce réseau circulaire. Donc, tout le monde est à zéro. Bordeaux a pu utiliser le fait qu'elle avait une gare qui était relativement éloignée du centre et il y a toute une polarité nouvelle qui va se faire après de la gare. Également toute la rive droite de la Garonne qui était quasiment une zone industrielle, donc qui va permettre de faire une nouvelle polarité. Là, c'est une opportunité qui va permettre d'avoir finalement trois centres à Bordeaux, peut-être même 4 avec la zone du lac. Donc là, on voit qu'une ville qui utilise son histoire. Nantes a également utilisé le fait que toute la rive sud de la Loire était une zone industrielle qui était donc une friche, qui permettait de créer un deuxième centre. Enfin, vous voyez, chaque ville a aussi des opportunités. Il n'y a pas de théorie générale. Pour ça, c'est qu'il faut que les polarités secondaires aient une masse relativement importante pour pouvoir fonctionner de façon, au moins pour les déplacements de proximité, de façon autonome.
Vous savez, ça paraît curieux parce que l'écologie, c'est une aspiration, une discipline qui est émergée au cours des années 70. Il faut voir que les réflexions des écologistes sur les villes ont été très tardives. Le fantasme résidentiel des premiers écologistes, c'était la maison autonome, c'était le retour dans Larzac, enfin c'est juste caricature, mais disons qu'il n'y a pas eu de réflexion très forte des écologistes sur la question urbaine avec vous et c'est tardivement. Aujourd'hui, on est dans l'invention. Hein. Il n'y a pas de modèle. Si je la trouve pas, la première, si on peut avoir la référence de Gauthier, parce que je loin, ensuite un commentaire sur ce que vous mettez en évidence, c'est-à-dire l'organisation d'un territoire avec une hiérarchie de polarité. Donc la polarité qu'on conjugue au pluriel, et puis ensuite une réflexion peut-être ou un commentaire qui suscite votre rapport sur le transport, avec cette réflexion aujourd'hui sur ce que j'appelle le transport de masse, conçu de manière un peu monolithique par rapport aux besoins d'une société qui était différente de la nôtre, c'est-à-dire que c'est sans doute le train, mais c'est aussi le bus, où à un moment on mettait en place une organisation de transport pour une société qui était organisée sur des temps un peu uniques, c'est-à-dire tout le monde partait en même temps au travail et revenait en même temps, et qu'aujourd'hui on a aussi une organisation de vie à la fois professionnelle mais personnelle, beaucoup plus déstructurée, qui fait que, avec des horaires différents, une activité de loisirs encouragée par la mobilité, on est à la fois en attente, on va dire, de transport collectif, mais sans doute avec des formes innovantes, et c'est sans doute pour ça aussi que le covoiturage spontané se développe, ce qui permet d'aller rapidement d'un point à l'autre, notamment quand on est en organisation radiale. Et puis, alors on sait bien qu'on a cette question du défi énergétique, du prix de l'essence, mais en même temps situé à un horizon 2030, alors est-ce qu'on aura inventé d'autres modes de déplacement? Il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé, qui est le mode de vie très individualiste de chacun, où chacun a encore envie de consommer la ville et les services au moment où il en a envie, où il en a besoin, ce qui rend l'accès au déplacement naturellement individualiste et qu'on a du mal à caler un mode de vie très individualiste avec des horaires de transport collectif très structurés. Donc comment on va réussir à concilier tout ça, ou est-ce que nous allons perdre tout cet individualisme qui aujourd'hui organise quand même beaucoup la vie et la ville. Vous avez posé beaucoup de questions, donc je ne vais pas forcément répondre à tout. Mais d'abord, la mobilité, il ne faut pas la raisonner comme un ensemble cohérent et unique. Il y a différentes mobilités. La mobilité de proximité consiste à aller chercher les enfants à l'école. Ça n'a rien à voir avec le fait de travailler, chercher un emploi dans un rayon qui, lui, augmente parce qu'on est tous de plus en plus intelligents, de plus en plus éduqués, de plus en plus spécialisés, donc on a de moins en moins de chances de trouver le job qui vous convient au pied de sa maison. Donc ça, la mobilité professionnelle, je ne vois pas comment elle pourrait se réduire, et elle est cadencée par des flux importants. Parce que beaucoup de gens vont travailler au même moment. Donc là, elle s'adapte très bien aux flux de transport collectif sur des axes. Par contre, la mobilité ludique ou résidentielle, qui est complètement libre, elle peut fonctionner sur des systèmes complètement différents, avec des moyens de transport différents. Il faut voir que les modes ludiques, on a sur des vitesses qui sont vraiment que celles du transport collectif. Un tramway, c'est 20 à l'heure, un mode ludique, c'est 15 ou 20 à l'heure. Un tramway, c'est 20 à l'heure, mais sans compter les temps d'attente. Donc vous allez beaucoup plus vite. Avec un vélo électrique, s'il était de circuler librement et ne pouvait pas freiner par les feux rouges, avec un tram. Donc on a là plein de solutions. Les Chinois ont développé, sont à 100 millions de roues électriques aujourd'hui. Donc c'est énorme. Une ville comme Pékin, il y a 1 million de roues électriques. C'est plutôt des vélos que des scooters, mais là on voit bien qu'il y a une solution qui conjugue l'individualisme et en même temps en motorisation. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu. Juste les références de la ville Fouillon. Cette édition. Merci pour la publicité. D'autres questions?
Réaction. Vous avez également abordé la notion de densité, densité, compacité, et mis une limite à l'intérêt de la densité, au-delà d'une certaine densité. Cependant, cette limite de densité ne sera pas la même, sans doute, en fonction de la taille et des services que proposera un cœur de métropole, un pôle, une première polarité et une polarité secondaire, sans doute. Oui. De toute façon, il faut bien voir que la surdensité, il y a certains architectes qui aiment bien construire des tours, donc ils ont sauté sur l'occasion de la densité pour dire je veux construire des tours, je vais résoudre les problèmes de déplacement urbain, d'occupation de l'espace. En fait, ça ne marche pas comme ça, parce que quand on fait des tours, ça coûte beaucoup plus cher. Donc c'est vrai que le monsieur qui va habiter dans la tour, si son bureau est en bas, lui, il va peut-être consommer un peu moins, sauf que comme le week-end, il en aura assez de vivre dans une tour, il prendra l'avion pour passer un week-end ailleurs. En tout cas, la tour est un logement qui est beaucoup plus cher à construire, et comme il est en général dans des zones urbaines où on a détruit avant des immeubles pour la construire, on arrive à des kilomètres carrés très importants. Donc la conclusion, c'est que les quartiers de tours concentrent les richesses et évacuent les classes moyennes en périphérie. Donc pour comprendre le système, il faut le donner dans sa globalité, pas simplement considérer les gens qui habitent la tour, mais ceux qu'ils ont évacués en périphérie pour pouvoir habiter une tour. Et quand vous raisonnez comme ça, la tour n'est pas du tout un moyen intéressant de faire de la densité, de la complexité urbaine. Une dernière question, parce qu'on approche du temps qu'on avait pour ce débat, ces échanges. Une demande de précision sur la notion de coût urbain global que vous avez évoqué. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Le coût urbain global, c'était pour l'individu, c'est le ménage, c'est tout l'habitat et le déplacement. Donc c'est 25% de son revenu en moyenne qui passe dans ce poste. Et pour la collectivité, c'est l'argent qu'elle met dans les transports collectifs, dans les réseaux, dans les infrastructures urbaines qui vont permettre de faire fonctionner le système. Et cet argent-là, il n'est pas forcément comptabilisé. Enfin, on n'a pas pour l'instant on a peu étudié la corrélation entre les formes urbaines et leur coût. Alors j'ai sauté tout à l'heure une diapo parce que je n'avais pas le temps. Mais il y a un monsieur qui s'appelle, excusez-moi, j'ai une tournée avec ça, voilà. Donc c'est la question des coûts qui a justement étudié la question, le coût urbain global, construction plus réseau. Alors on a beaucoup de construction plus réseau en fonction de la densité. Il montre qu'effectivement une tour est plus chère à construire qu'un petit immeuble parce qu'il y a un coût de construction intrinsèque. Et par contre, le diffus, lui qui apparemment est pas cher pour le ménage, il est très cher en global parce qu'il implique des réseaux qui ne sont pas pris en compte immédiatement, facturés immédiatement à l'habitant. Et en fait, on voit bien que la forme urbaine la plus économe, c'est la maison de ville, la maison en bande ou le petit immeuble. On va dire que c'est là qu'on a des coûts urbains globaux de construction, mais là je ne parle pas du fonctionnement. Ils sont les plus élevés. Après ça, il faut compter les coûts de dessert, le ramassage des ordures, c'est pas le même quand on fait 1 km par maison, c'est quand on a... Et tous ces coûts-là, ils sont assez mal comptés en fait. Et je crois que c'est intéressant pour vous. Je ne sais pas si vous aurez le temps dans les études que vous avez fait pour le SCOT, mais c'est quand même intéressant de comparer les coûts urbains globaux de votre système, parce que peu de villes l'ont fait, et je crois qu'un jour ou l'autre, ça deviendra un critère de différenciation des villes. Donc tout le monde se rend compte qu'on va dans le mur sur le plan des coûts urbains globaux, il est temps de compter.